bienvenue. Aujourd'hui, on part explorer un domaine assez fascinant et même un peu déroutant, la conscience animale. On va essayer de remonter le fil de l'évolution des systèmes nerveux, et puis on va zoomer sur une créature qui nous échappe un peu, la pieuvre. Oui, une créature vraiment à part. Et pour nous guider, on s'inspire pas mal des travaux de Peter Godfrey Smith, qui est à la fois philosophe et plongeur, et qui a beaucoup observé, beaucoup réfléchi à ces intelligences marines, surtout les céphalopodes. Un excellent point de départ, en effet. Alors notre but aujourd'hui, c'est d'essayer de piger un peu ces chemins évolutifs très différents qui ont mené à des formes de cognition, quoi. Et surtout, tenter d'imaginer ce que ça peut bien faire d'être une pieuvre. Son intelligence, son corps, c'est tellement loin de nous que ça pose des questions vraiment fondamentales. Donc, préparez-vous, ça risque d'être surprenant. Allez, on commence par le commencement, les origines. Les origines, oui. Faut remonter super loin là, non? Les tout premiers systèmes nerveux. Ah oui, on parle d'il y a environ 600 millions d'années. 600 millions. L'idée dominante, c'est que c'est apparu une seule fois, chez un ancêtre commun, qui devait ressembler à une sorte de méduse primitive, disons. D'accord. Une seule fois. Oui, c'est l'hypothèse majoritaire. Il y a bien une autre piste, une origine indépendante chez les cténophores, ces fameuses méduses à peigne, mais bon, ça reste assez minoritaire pour l'instant. Ok. Et juste pour être clair, un système nerveux, c'est quoi exactement à la base? Alors, en gros, c'est un réseau de cellules bien spécifiques, les neurones. Leur truc, c'est de pouvoir s'exciter les unes les autres et de communiquer via des connexions très ciblées, les synapses. Ce qui permet la coordination, j'imagine. Exactement, la coordination rapide des actions de l'animal. Et le cerveau, alors là, attention, c'est pas une catégorie biologique super définie, universelle. Ah bon? Bah non. On utilise le mot pour parler d'une grosse concentration de neurones, souvent à l'avant, qui assure un contrôle centralisé. Mais voilà, cette centralisation, elle a évolué plein de fois de façon indépendante. Plusieurs fois. Oui, selon comment on définit le cerveau, la taille, la complexité, le rôle, on pourrait dire que ça a évolué peut-être 3 fois, 6 fois, certains disent même une douzaine de fois, indépendamment. D'accord, donc pas une seule route vers le cerveau, mais plusieurs chemins. Et un moment important, c'est l'apparition de la symétrie bilatérale, gauche-droite, avant-arrière. Tout à fait, chez des animaux qui ressemblaient à des vers à l'époque. C'est là qu'il y a une grosse bifurcation évolutive. C'est ça. D'un côté, la lignée des deutérostomiens qui a mené aux vertébrés, et donc à nous, et de l'autre, les protostomiens. Et là, c'est une explosion de diversité d'invertébrés avec des groupes hyper complexes comme les insectes et nos fameux mollusques céphalopodes, les pieuvres. Donc deux lignées séparées depuis hyper longtemps qui ont développé chacune des systèmes nerveux complexes, mais différemment. Exactement, sur des plans d'organisation très très différents. Et qu'est-ce qui a bien pu pousser cette complexification? On parle souvent de la prédation. Ah oui, la prédation, c'est un moteur essentiel. Il faut imaginer le Cambrien, il y a environ 540 millions d'années. C'est l'explosion de la vie complexe. Et avec les premières vraies courses aux armements entre prédateurs et proies. Une course aux armements? Oui. Imaginez les premiers prédateurs efficaces, genre des arthropodes avec carapace, pinces, des yeux. Ils ont mis une pression énorme sur leur proie. Qui pouvaient être nos ancêtres d'ailleurs. Exactement, nos lointains ancêtres, des petits trucs qui nageaient ou rampaient. Et pour survivre, pour détecter le danger, pour fuir, il fallait devenir plus rapide, plus réactif. Plus malin en quelque sorte. Voilà. Ça a favorisé le développement de systèmes nerveux plus performants, capables de traiter vite l'infodescence et de coordonner la fuite. Logiquement, ça a poussé à concentrer les centres de traitement, les ancêtres des cerveaux, près des sens, donc à l'avant, pour réagir plus vite. Logique. Et ça nous amène pile à notre sujet. Si vertébrés et céphalopodes ont suivi des chemins si différents, ça donne quoi chez la pieuvre? Son cerveau est souvent décrit comme bizarre, non? Bizarre, c'est faible. L'architecture est radicalement différente de la nôtre. Déjà, une grosse partie du cerveau central, ça forme un anneau, un donut, quoi. Un donut. Oui, autour de l'œsophage. L'œsophage passe littéralement dedans. Incroyable. C'est dangereux, non? Ben oui, potentiellement. Imaginez avaler un truc un peu pointu, une arête, un bout de coquillage, ça pourrait toucher le cerveau directement. À côté de ça, il y a d'énormes lobes optiques derrière chaque œil. Ça montre bien que la vision est capitale pour elle. Et puis il y a une structure un peu unique, le lobe vertical, qui n'a pas d'équivalent chez nous. Il serait lié à l'apprentissage, la mémoire, des fonctions cognitives avancées. Mais le truc le plus fou, c'est peut-être que ce cerveau central, il contient pas tous les neurones. Loin de là même.
Exactement. Et c'est là que ça devient vraiment déstabilisant pour nous, les vertébrés, avec notre gros cerveau central. Une pieuvre commune, ça a environ 500 millions de neurones. Ce qui est déjà pas mal, l'équivalent d'un chien à peu près. Oui, cet ordre de grandeur. Mais plus de la moitié, genre 300, 350 millions, ils sont pas dans ce cerveau central en anneau. Ils sont répartis dans les 8 bras. Dans les bras. Oui, surtout dans des ganglions le long de chaque bras. Chaque bras a donc une quantité énorme de neurones, presque autant que le cerveau d'une souris, quoi. Ah oui, d'accord. D'où l'image qu'on entend parfois des 9 cerveaux. Un central et 8 dans les bras. C'est pertinent comme image. Disons que c'est une simplification qui marque les esprits. Mais c'est un peu trompeur. Il y a bien un cerveau central qui intègre tout et prend les décisions globales. Ok. Mais l'image a le mérite de souligner cette décentralisation qui est juste incroyable. Une énorme partie du boulot, le contrôle fin des mouvements, sentir, goûter avec les ventouses, ça se fait directement dans les bras. Hmm. Des chercheurs comme Hanlon et Messenger ont même parlé d'une connexion curieusement divorcée entre le centre et la périphérie. Les nerfs qui relient les deux semblaient un peu ténus par rapport à la complexité des bras. Ce divorce, ça veut dire que les bras ont une certaine autonomie. Oui, une autonomie partielle, mais bien réelle. Il y a des histoires un peu glauques, mais parlantes, de bras coupés qui continuent de bouger, d'attraper des trucs. Ah ouais. Et plus sérieusement, des expériences comme celle de Tamar Gutnick montrent que pour faire un mouvement précis, avec un bras, genre le sortir de l'eau pour viser une cible, la pieuvre doit vraiment se concentrer dessus. D'accord. Ça suggère que le fonctionnement par défaut, c'est beaucoup de traitement local, autonome. Le cerveau central intervient surtout pour les actions globales ou qui demandent une coordination fine. Comment on peut se représenter ça? C'est difficile. Peter Godfrey Smith utilise parfois l'image d'un orchestre de jazz. Chaque musicien, chaque bras, peut improviser dans son coin, suivre des règles locales. Mhm. Mais le chef d'orchestre, le cerveau central, peut reprendre la main à tout moment, imposer un rythme, synchroniser tout le monde. Pas mal comme image. Ou alors une analogie plus politique, les pouvoirs délégués au Royaume-Uni. L'Écosse, le Pays de Galles ont leur autonomie, mais Westminster garde le contrôle final. Chez la pieuvre, t'aurais ce mélange d'autonomie locale très forte et de contrôle central quand il faut. C'est vertigineux d'imaginer l'expérience vécue. On peut presque voir un bras qui part explorer un coin, qui touche, qui goûte, parce que oui, les ventouses goûtent, Oui, elles sont couvertes de récepteurs chimiques. et tout ça de manière quasi indépendante. Et le chef d'orchestre central, il est au courant, après coup, ou seulement si c'est important. Ça contraste tellement avec notre sentiment de contrôle unifié. Carrément. Et ça contraste aussi avec d'autres moments où la pieuvre est très unifiée. Quand elle chasse ou fuit, elle utilise son siphon pour se propulser comme une torpille. Là, tout le corps agit d'un bloc. Donc une organisation vraiment unique. Du coup, la question qui tue, est-ce qu'on peut même commencer à imaginer ce que ça fait d'être une pieuvre, sa vision du monde? Ah, c'est le grand mystère, la question la plus compliquée. Certains aspects, on peut peut-être essayer de les imaginer. Oui, Être hyper visuel, avec des yeux très performants, même si c'est sans doute en noir et blanc, ou plutôt en nuances de gris, mais elles perçoivent peut-être la polarisation de la lumière, ce que nous on fait pas. intéressant. Essayez d'imaginer ce que ça fait de goûter le monde en le touchant, avec des centaines de ventouses sur 8 bras super souples, ou la sensation d'avoir un corps sans forme fixe qui change de couleur, de texture, qui se faufile partout. Oui, ça, on peut essayer. Mais la vraie difficulté, c'est ce que tu disais, où se situe l'expérience? C'est dans la tête, comme nous, ou c'est distribué, partagé entre le centre et les bras? Est-ce qu'il pourrait même y avoir plusieurs foyers d'expérience, une conscience fragmentée? Hmm. L'idée d'une expérience sans amour unique et localisée ou avec un soi qui flotte, qui se distribue, ça bouscule complètement nos habitudes de pensée. Ça me rappelle un peu notre propre expérience de la douleur. Quand on se fait mal à l'orteil, on la sent dans l'orteil, non? Même si on sait que ça se passe dans le cerveau. C'est une bonne analogie, oui. Est-ce que l'expérience de la pieuvre serait une version extrême de ça? Une localisation de l'expérience dans la périphérie, mais généralisée. C'est une piste intéressante. Et ça nous amène direct à la question de la douleur chez ces animaux. Les travaux de Robin Crook, une neurobiologiste, sont super éclairants là-dessus. Ah oui? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait des expériences assez marquantes. Elle injectait une petite dose d'un truc légèrement irritant, de l'acide acétique, du vinaigre dilué en gros, dans un bras de pieuvre. D'accord. Et alors? Ce qui est intéressant, c'est pas l'injection elle-même, mais tout ce qui s'est passé après. Une cascade de réactions. Mhm.
D'abord, la pieuvre protégeait la zone, la nettoyait de façon très ciblée, donc elle localisait bien l'inconfort. Ensuite, et ça c'est crucial, les pieuvres évitaient ensuite l'endroit de l'aquarium où ça s'était passé. Elles apprenaient à éviter. Exactement. Aversion conditionnée, mémoire de l'expérience négative liée à un lieu. Et troisièmement, le truc le plus fort peut-être, si on mettait un anesthésique local sur le bras après l'injection, eh bien ces comportements de protection et d'évitement, ils disparaissaient ou diminuaient fortement. Attends, une douleur localisée, mémorisée, et qui disparaît avec un anesthésique. Ça ressemble drôlement à ce qu'on verrait chez nous ou chez un autre mammifère. Mais oui, tout à fait. La combinaison des trois, protection locale, apprentissage, modulation par anesthésie, c'est un faisceau d'indices hyper solide. Ça pointe vers une expérience subjective négative qu'on peut vraiment appeler douleur. Et ça, chez un animal avec un cerveau qui n'a rien à voir avec le nôtre. C'est ça qui est remarquable. Ça suggère que la douleur, l'expérience de la douleur, n'est peut-être pas liée à un type de cerveau particulier, mais à des fonctions, des processus neuronaux plus généraux. C'est fou. Et ça ouvre des questions philosophiques énormes. Sur la conscience elle-même, est-ce que c'est juste l'activité du cerveau, le physicalisme? Si oui, comment des neurones qui déchargent, ça devient un ressenti. Le rouge du rouge, l'image d'un triangle. Le fameux problème difficile de la conscience, oui. Et la pieuvre ajoute une couche. Comment ça marche dans un esprit si différent? Et au-delà de la philo, reconnaître cette capacité à ressentir la douleur chez des animaux si étrangers, ça a des implications éthiques directes et fortes. Oui, j'imagine. Et les preuves s'accumulent, pas que pour les pieuvres. D'autres recherches pointent vers des capacités similaires chez plein d'invertébrés. Les insectes, par exemple. Certains évitent la chaleur de façon complexe, c'est pas juste un réflexe. Ah oui, oui. Ou les crustacés. Ouais. Les expériences de Bob Elwood sur les Bernard l'ermite sont assez dingues. Raconte un peu. Il revoyait de petits chocs électriques dans leurs coquilles. Et il a vu que leur décision de quitter la coquille, ce qui est risqué pour eux, dépendait pas juste du choc. Ça dépendait aussi de la qualité de la coquille. Ah, intéressant. Ils hésitaient plus à quitter une super coquille, même si le choc était fort. Et inversement, l'odeur d'un prédateur les faisait déguépar vite, même pour un petit choc. Ils font des calculs, des compromis, en fait. Voilà. Cette capacité à intégrer différentes infos, qualité de la ressource, menace immédiate, danger potentiel, et à faire des trade-offs, ça suggère fortement un état interne désagréable, une forme de souffrance, pas juste un réflexe idiot. La vision scientifique là-dessus a vraiment basculé ces 10-15 dernières années. Et quand on réalise ça, l'échelle de certaines de nos activités, ça fait réfléchir. L'élevage de crevettes, par exemple. Les chiffres sont... Astronomique. On parle de centaines de milliards par an, peut-être 440 milliards. 440 milliards. Si ces animaux, comme les autres crustacés, sont capables de souffrir, ça pose une question éthique gigantesque, évidemment. C'est clair. C'est un exemple parfait de comment la science peut soulever ou amplifier des questions morales. Si la science dit qu'il y a une vraie probabilité qu'ils souffrent, alors la question de leur bien-être en élevage et à l'abattage devient incontournable. D'autant qu'il y aurait peut-être des solutions. Oui, certains parlent d'interventions potentiellement efficaces et pas forcément très chères, comme des méthodes d'étourdissement avant l'abattage. Vu le nombre d'animaux, l'impact pourrait être énorme. C'est vraiment là où science et éthique se rencontrent de plein fouet. Bon, on a fait un sacré voyage. Des origines des systèmes nerveux au chemin divergent de l'évolution. Jusqu'à cette intelligence quasi extraterrestre de la pieuvre, avec son esprit éclaté. Et on a touché du doigt ces questions vertigineuses sur l'expérience subjective, la douleur, chez des êtres si différents. Et peut-être que la leçon finale, le truc à retenir, c'est le miroir que ces esprits autres nous tendent. C'est-à-dire, Plus on découvre la complexité, l'étrangeté de ces consciences différentes comme la pieuvre, plus ça nous force à interroger nos propres certitudes, notre propre esprit. ah ouais, Comprendre comment la pieuvre intègre cette expérience potentiellement fragmentée, venue des bras et du centre, ça pourrait nous obliger à revoir notre propre sentiment d'un moi unifié, stable, bien localisé dans notre tête. est-ce que notre unité est si réelle que ça? Exactement. Est-ce que c'est une réalité fondamentale ou une sorte d'interface utilisateur super pratique façonnée par notre évolution à nous? La pieuvre, par son étrangeté radicale, nous pousse peut-être à penser que la conscience, y compris la nôtre, est bien plus complexe, plus plastique qu'on ne l'imagine. Une pensée assez vertigineuse pour finir. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration fascinante de la conscience animale.